Une discussion très approfondie sur tous les aspects de la situation diplomatique. C'est ainsi que Volodymyr Zelensky a résumé sa rencontre avec la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a eu lieu ce mardi au Palazzo Chigi de Rome. Après les hymnes nationaux, les deux dirigeants se sont entretenus pendant près d'une heure et demie. Giorgia Meloni a notamment salué le travail de l'équipe de négociation ukrainienne. De son côté, le président ukrainien a déclaré qu'il faisait confiance au gouvernement italien et qu'il était toujours prêt pour la tenue de nouvelles élections dans son pays, en réponse aux critiques de Donald Trump, qui lui a récemment reproché de ne pas avoir lu son plan de paix et a appelé Kiev à l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel. Dans la matinée, Volodymyr Zelensky a été accueilli par le pape Léon XIV à Castel Gandolfo, au sud de Rome. Le souverain pontife a réitéré la nécessité de poursuivre le dialogue, tandis que le président ukrainien l'a informé du travail diplomatique avec les États-Unis et des efforts nécessaires pour le retour des enfants enlevés par la Russie. L'étape italienne de cette tournée diplomatique intervient après de récentes visites à Londres et à Bruxelles, où Volodymyr Zelensky a rencontré plusieurs dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué sa réunion de lundi soir avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qu'il a qualifiée de bonne et productive. Zelensky a indiqué qu'il avait informé le chef de l'OTAN et les dirigeants de l'UE de la situation sur le plan diplomatique, à la suite de la réunion qu'il avait tenue précédemment à Londres avec les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, connus sous le nom de E3. Selon le président ukrainien, la réunion a porté sur l'initiative Pearl, visant à acquérir des équipements militaires essentiels fabriqués aux États-Unis et sur le prêt pour les réparations. La réunion de lundi soir a eu lieu avant le sommet du Conseil européen de jeudi, dont les enjeux sont considérables et qui se concentrera sur les efforts visant à persuader la Belgique d'approuver l'utilisation des avoirs russes gelés pour contribuer à l'effort de guerre en Ukraine. Au début de la réunion de Londres, Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'il n'était pas question pour lui de faire des concessions territoriales à la Russie, un élément pourtant clé du plan de Washington pour mettre fin à la guerre. Selon lui, Kiev n'a ni le droit légal ni le droit moral de céder des territoires à la Russie dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre. Cela s'est joué à quelques voix près. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté en nouvelle lecture, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu tente d'éviter tout dérapage budgétaire dans un contexte de forte pression sociale. Au total, 247 députés ont voté en faveur du texte, 234 ont voté contre et 93 se sont abstenus. Ce vote semble une victoire pour la méthode Lecornu qui s'est refusée au 49-3. Son budget a été sauvé par des concessions de dernière minute pour s'assurer le vote du Parti socialiste, au prix de froisser les Républicains et son socle commun. Plus tôt dans la soirée, la partie dépenses du budget de la sécurité sociale a été adoptée. Au total, 227 députés ont voté pour, 86 contre. Cette partie prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement avait prévenu les députés que si le budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine était rejeté, les finances publiques pourraient rapidement se détériorer. Une note avait été transmise la semaine dernière aux députés évoquant un déficit pouvant grimper jusqu'à 30 milliards d'euros en 2026. Reste maintenant aux sénateurs de valider cette nouvelle version du texte. Son rejet est cependant plus que probable au vu de l'opposition de la droite majoritaire au Palais du Luxembourg. Un rejet remettra la décision dans les mains des députés lors d'une ultime lecture. Les 27 sont parvenus lundi à un accord sur un projet de loi visant à créer des centres de retour pour migrants afin d'accélérer les procédures d'expulsion. Selon la proposition, les États membres pourraient transférer des demandeurs d'asile vers des centres dans des pays tiers non membres de l'UE sur la base d'accords bilatéraux. Ces centres pourraient servir de zone de transit avant un renvoi vers le pays d'origine ou devenir des lieux d'accueil plus durables pour les personnes n'ayant pas le droit de rester dans l'Union à condition qu'elles puissent y demander l'asile. We now have the legal framework so that the member states can make reception centers and other that sort of solutions with third countries. That is extremely important in order for us to change the fundamental disabilities of the current asylum system, the ways we
been talking about for many years, that it's malfunctioning and that we help the wrong people and we don't help the people actually in need, and we can't control migration to Europe. That is an important step forward that we just have taken. Les pays sont également parvenus à un accord sur la réserve dite de solidarité migratoire pour 2026. Conformément au règlement de l'UE sur l'asile et la gestion des migrants, cette réserve prévoit la relocalisation d'au moins 21 000 personnes migrantes depuis les pays soumis à une forte pression migratoire vers d'autres États membres. 4 pays, la République tchèque, la Croatie, l'Autriche et la Pologne, bénéficient d'une exemption totale, aussi bien pour les relocalisations que pour les contributions financières liées au mécanisme de solidarité. L'introduction des centres de retour est vivement critiquée par de nombreuses instances de protection des droits de l'homme qui dénoncent une pratique indigne et inhumaine. The World Summit AI brings global tech leaders, policymakers, and investors to Doha. Over the next 2 days, the country is unveiling several initiatives aimed at becoming a trusted hub for responsible, human-centric artificial intelligence. A dedicated Qatar pavilion welcomes visitors, showcasing real-world AI applications across healthcare, education, and media. One of the morning panels was on GovAI, scaling AI adoption across government. The session discussed how to establish a unified national approach to AI deployment. The World AI Summit is positioning Qatar as a leader of AI. And this is why we have a platform that is discussing governance, discussing important topics related to infrastructure, sovereignty that matter to us. And we are trying to be leaders in these topics. Having this conversation here drives us as the epicenter of an AI global conversation. New partnerships were also announced with major industry players, including Microsoft and Google, whose Qatar office opened in 2021. The national AI skilling is a very important aspect in adopting the AI, and this is why the Qatari government are doing a great job in leveraging and adopting AI in the best way possible. With global competition for AI leadership intensifying, including here in the region, Qatar is prioritizing responsible development and strategic collaboration to solidify its role on the world stage. Adil Halim, Euronews, Doha. L'Arménie et l'Azerbaïdjan réaffirment leur engagement à travailler ensemble pour transformer l'ensemble du paysage du Caucase du Sud après des décennies de conflits. Des représentants des deux pays ont révélé à Euronews lors d'une interview exclusive à Doha comment le processus de paix a commencé et l'avenir commun auquel les deux pays devraient maintenant s'attendre. I remember our first good days when we come together and discussing our agenda of the peace. It was right after the 2020 military engagement. We in Brussels had a good chance to meet and with the support and facilitation of our EU friends. But since that time, upon the instruction of our leaders, we had one concrete agenda, how we can advance the peace and also how we can put aside the disagreements that we had together. And Azerbaijan at that time, we over again demonstrated our good willingness and also initiative about the peace agenda. And with our Armenian colleagues, also through other channels as well, we were discussing advancement of the peace agenda together. Our strategy is that not to make the region of the South Caucasus as an arena of the competition or the confrontation. Our agenda is to make the region of the South Caucasus as an arena of the cooperation and engagement and a partnership. Think about Armenia-Azerbaijan peace agenda in the global context of the conflicts and wars, at least one success story. One chapter of the conflict is closed. There is a real peace on the ground. And we are also inviting all our international partners, including the global powers, to support our peace agenda on the ground. For Azerbaijan, war and conflict is over. Currently, Azerbaijan works on the peace. And we are sure and hopeful that there will be irreversible peace between the two countries, and it will be eternal for the future generations of the both countries. Both in Yerevan and in Baku, I'm sure the leadership have been thinking how to bring peace and stability to the region. My prime minister have been publicly very intensively talking how much our society needs peace, and we have been seeing that there is the same will in Baku. And we have been intensively working to that direction. And here, I think the first meeting was 21-22 between me and Hikmet. And now we are sitting here and discussing how to institutionalize the peace, how to move forward in that context. The
Political establishment both in Yerevan and Baku, they have strong will for the peace. That was demonstrated before Washington, but also reconfirming once more in Washington, showing that there is a political will. We also see, as my colleague Hikmet mentioned, both in the society in Armenia and in Azerbaijan, there is support to the peace. We are sure that implementation of the regional projects like TRIP and other ones will increase interdependency and strengthen the peace, and also economic benefits that both societies will have. It will have an input in the long run to sustain the peace and strengthen the peace. We are seeing that we are moving towards that direction, and the proof of that is also that me and Hikmet in Doha Forum, also sitting in your Studio. yes, sitting in your studio, speaking about the economic benefits of the peace, signals that we will have long-term peace because of the problem also of trust. In all conflicts, sides don't trust each other. But we have been working towards this, as in famous music, it's said, another brick to the wall, in positive sense of that quote. We have been working towards that, trying to build that wall of trust, trying to move in that direction. Les deux représentants concluent que la guerre est terminée, que la paix doit être éternelle pour les générations futures et que les deux pays doivent maintenant se tourner vers un avenir commun.